Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur IGF-TV, la chaîne des meilleurs événements. Donc, nous sommes sur le plateau des associations avec Monsieur Suarez, qui est le directeur de l'association Escale, avec qui nous allons parler de l'association, des activités de son institution tout au long de cette émission, et puis éventuellement parler un petit peu de la situation sanitaire et l'impact que cette situation spéciale peut influer sur les activités de son association. Monsieur José Suarez, directeur de l'association Escale, enseignement sportif, culturel et animation des loisirs pour l'éducation populaire, est sur le plateau des associations pour parler des activités de son institution, notamment des nouvelles dispositions mises en place par l'association Escale à cause des mesures sanitaires, des difficultés liées à la pratique du sport en salle, telles la boxe thaïlandaise, le handball et le futsal, piliers essentiels dans les activités mises en place par l'association. Monsieur Suarez, José, bonsoir et bienvenue. Merci. Sur Bonsoir. le plateau des associations. C'est un plateau qui vous est dédié, puisque vous êtes responsable associatif. Donc, une petite présentation pour qu'on se restitue bien les choses dans le contexte. Donc, moi, c'est Monsieur Suarez José. Donc, je suis directeur de l'association Escale depuis les années 2000. J'ai remplacé notre défunt fondateur, Monsieur Louis Chiwailaf, dont je rends hommage aujourd'hui. Par contre, je suis à Escale, je suis rentré à Escale dans les années 87, pratiquement au moment de sa fondation. Ah, ça fait donc 21 ans en tant qu'à la direction, et puis à l'origine aussi, Alors, présent. Pas à l'origine, parce que Escale est né en 85, Oui. et moi je suis arrivé en 87. Ok. Donc depuis lors, quelles sont les évolutions que vous avez vues ou constatées depuis cette progression, ou même avant que vous soyez en poste de direction en fait? L'évolution, c'est que Escale a grandi depuis sa création. Si on peut faire un petit peu d'histoire, Escale est né d'un club sportif au départ, qui était le RCOS, qui évoluait au sein du quartier de la Source. Donc, dans les débuts, Escale, c'était essentiellement des animations de rue. Et ensuite, on a évolué en créant un pôle socio-éducatif avec un accueil loisir, des activités périscolaires, tout en maintenant notre activité animation de rue qui a un petit peu l'ADN d'Escale. Et ensuite, on a évolué pour créer un pôle socio-sportif avec la création de sections au sein de l'association Escale. Ok, donc quels sont les objectifs en fait que Escale vise en créant tout ce lien social en fait? Alors nous, notre finalité, c'est la formation de l'individu en tant que citoyen à part entière. Donc ça, c'est notre finalité et c'est notre cheval de bataille. Donc toutes les actions qu'on met en place, elles ont pour objectif cette finalité-là. Ok. Escale s'est constitué, vu l'historique, sur deux pôles dont vous venez de rappeler, un pôle socio-éducatif et un pôle essentiellement sportif qui regroupe deux disciplines sportives, dont la boxe thaïlandaise et trois. Alors il y a trois. Aujourd'hui, on est aujourd'hui le pôle socio-sportif. Je mets l'accent sur le socio-sportif. Oui. Il y a 4 sections. Okay. On a une section football, on a une section handball, on a une section boxe thaïlandaise et on a une section futsal. Okay. Donc c'est 4 sections sportives qui constituent ce pôle. Donc déjà on va s'attarder un petit peu sur l'aspect sportif. Comment on gère tout ça? Nous on a deux types d'intervenants. On a des intervenants bénévoles, on a des intervenants salariés. Donc on a énormément de salariés qui interviennent sur l'encadrement de nos jeunes. Donc le fait d'avoir des salariés, ça nous amène une plus-value en termes de qualité de travail et aussi de continuité dans le travail. Le bénévole, il est toujours le bienvenu, mais c'est très volatile. Donc on n'a pas de perspective sur du long terme quant à l'emploi uniquement de personnel bénévole. Mais les deux sont essentiels pour pouvoir mener un bon fonctionnement. Exactement. Il faut savoir que les 4 sections sportives, c'est plus de 600 licenciés. Donc pour pouvoir encadrer tout ce monde-là, il y a besoin de compléter nos salariés par beaucoup de bénévoles.
Comment on rentre à Escale en fait? Les jeunes qui viennent, quelles sont les conditions dans lesquelles vous les accueillez? Alors il n'y a pas de conditions pour rentrer à Escale. Hein. Si la seule condition c'est d'avoir plus de 5 ans pour pouvoir prendre sa première licence et après pratiquer une activité sportive. Alors quand on part là on est sur le pôle, oui, pôle sportif, hein. oui. Donc Voilà. il n'y a pas de tant qu'on peut pratiquer une activité sportive, toutes les personnes sont les bienvenues. Donc au niveau sportif, vous prenez à partir de 5 ans. À partir de 5 ans. Sur les 4 disciplines. Alors non, uniquement sur la discipline football qui nous autorise aujourd'hui à pouvoir faire une demande de licence. À partir de 5 ans. À partir de 5 ans. Après les autres disciplines, c'est à partir de 6 ans. 6 ans. La boxe thaïlandaise, le handball. Tout ça, c'est à partir de 6 ans. Ok. Donc on continue dans cette perspective. Hein. Donc pour vous, le sport à Escale, c'est quoi exactement? Parce que c'est vrai que moi j'ai dit sport, vous avez rajouté socio-sportif. Voilà. Donc quelle est la différence entre ces deux mots en fait? Alors nous, le sport, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est un moyen. On n'est pas là pour faire de l'élitisme. Le sport est vraiment un moyen pour pouvoir atteindre notre objectif, notre finalité, qui est la formation de l'individu en tant que citoyen. Donc on se sert du sport pour toutes les valeurs qu'elle inculque. Hein. C'est le goût de l'effort, c'est la solidarité, c'est la sociabilité, c'est le respect, le fair play. Toutes ces valeurs qui, à mon avis, sont des valeurs saines pour contribuer à la formation de cet individu. Vous m'avez parlé de globalement 600 enfants que Escale accueille dans le cadre sportif. Est-ce que 600 licenciés. 600 licenciés. Ça, ce n'est pas compris avec le pôle socio-éducatif, hein, ou c'est les mêmes enfants qui font une rotation par période de vacances. Voilà, on a 2 pôles, mais ils fonctionnent les 2 en transversalité. Nous, notre objectif, c'est qu'on puisse travailler sur l'enfant sur l'ensemble de ce que nous appelons nos 3 piliers, donc la famille, l'école et l'environnement extérieur de l'enfant. Donc notamment Escale qui est son environnement où il pratique son environnement au niveau du temps libre. Donc on a revu un petit peu à la situation sanitaire dont on parlait dans l'introduction de cette émission, tout au début. C'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes s'entraînent, mais est-ce que les compétitions départementales, même régionales, enfin, sont toujours d'actualité ou comment tout ça s'est mis en place avec le contexte actuel? Alors aujourd'hui, toutes les compétitions sont au point mort, sachant déjà que au niveau de la fédération du handball, par exemple, ils ont déclaré déjà une saison blanche. Donc il n'y a plus de compétitions qui ont lieu au niveau du handball. Je pense que le football, on va y aller sur la même direction. La boxe thaïlandaise, c'est la même chose. Donc les compétitions sont vraiment au point mort depuis le mois de novembre. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que tout ce qui est sport de salle, on n'a plus l'autorisation de pouvoir pratiquer parce que toutes les salles sont interdites au public. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est en extérieur. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un besoin de reprise d'activité assez rapidement parce qu'il y a un certain mal-être psychologique qui s'installe au niveau de nos jeunes. Donc cela dit, enfin, plus de compétition, donc il n'y a plus de licence à prendre. Les jeunes maintenant viennent, pourquoi vous en tant qu'association, les licences c'est quand même une manne financière, je pense. Alors nous les licences, pour pouvoir pratiquer que ce soit un entraînement, il faut quand même que le jeune soit licencié, ne serait-ce que pour une couverture au niveau des assurances. Et ça c'est autorisé par les fédérations actuellement? Ça c'est toujours autorisé bien entendu. Après, c'est juste l'aspect compétitif qui n'a plus lieu. Et puis bon, pour les sports de salle, là, pour l'instant, on est toujours au point mort. Donc on attend... les conditions actuelles ne nous permettent pas d'envisager une reprise à moyen ou à court terme, à court terme, mais nous, on essaye de maintenir le lien avec nos jeunes pour éviter de les perdre et de se retrouver dans les mois qui vont suivre avec une baisse significative de licenciés au niveau du club. Donc on va revenir à l'aspect socio-culturel dont on a parlé également, puisqu'on vient de parler du pôle sportif.
Cela dit, la parenthèse n'est pas fermée sur le volet sportif. Hein. Vous pouvez revenir dessus à tout moment s'il y a des choses qui vous ont échappé au cours de cet entretien. Donc voilà. Comment fonctionne actuellement le centre de loisirs ou même l'accueil de loisirs on reste dans le contexte Alors, là actuellement, du fait du couvre-feu, nos activités périscolaires sont à l'arrêt. Parce qu'on a le couvre-feu qui démarre à 18 h, donc nous on a nos activités périscolaires qui vont de 17 jusqu'à 20 h. Donc là on est complètement à l'arrêt. On fonctionne essentiellement le mercredi et le samedi sur la période scolaire. Donc le mercredi de 9 h à midi et 13 h 30 à 17 h 30 et pareil le samedi sur les mêmes horaires. Sur les vacances, il n'y a pas d'arrêt. Donc, sur les dernières vacances de février, on a fonctionné sur 4 sites. Donc, on a 4 sites identifiés sur le quartier de la Source. On a 2 sites qui sont dédiés aux 6-11 ans, 2 sites qui sont dédiés aux ados. Et en parallèle à ce fonctionnement-là, on a ce qu'on appelle les animations de rue, où on a des équipes qui sont chargées d'aller vers les enfants qui ne sont inscrits dans aucune structure. Okay. Comment fonctionne vraiment l'animation de rue? Parce que quand on dit, c'est vrai, ils vont vers les enfants qui ne viennent pas vers les structures, mais concrètement, comment ça fonctionne? Alors nous, on a deux équipes, deux équipes qui investissent les espaces qui sont utilisés par les jeunes ou les enfants. L'idée, c'est de leur proposer des animations, d'essayer de structurer un petit peu les animations et d'inciter les parents à inscrire leurs enfants dans des structures existantes, des structures de loisirs, des structures sportives. Donc ça peut être sur les centres de loisirs que gère elle-même Escale, ou ça peut être aussi, s'il y a des structures comme la Zelco qui sont à proximité, de pouvoir aussi faire le relais vers ces structures-là, ou alors les centres de loisirs de la ville d'Orléans, du type Allée des Sapins, sur le quartier de la Source, qui est notre territoire de fonctionnement. Escale, dans l'historique, oui, allez-y. Mais l'idée, alors nos équipes de rue, on est bien à aller vers, on n'est pas à attendre que les enfants viennent vers nous. Donc on peut aussi investir un espace, mais aussi une équipe, 1 ou 2 animateurs qui patrouillent et qui rameutent les enfants vers les lieux d'animation. Okay. Est-ce que dans l'historique, comme je le disais, il y avait beaucoup d'interventions sur les écoles primaires qui regroupent un petit peu le territoire d'Orléans-la-Sauce. Donc est-ce que c'est eu d'actualité dans le contexte sanitaire? Alors depuis, le contexte sanitaire fait qu'aujourd'hui il est très difficile de pouvoir mener des activités dans les écoles vu qu'il y a cette restriction et tous ces protocoles sanitaires qui sont très contraignants. Donc aujourd'hui, nous, depuis qu'il y a la crise sanitaire, nous n'intervenons plus au sein des écoles. Par contre, avant la crise et après la crise, j'espère, on intervient à la fois sur le temps scolaire. Alors maintenant, on n'intervient que sur le temps scolaire sur des cycles de handball, par exemple. Mais Escale a eu toujours une relation très étroite avec les écoles. Tout à l'heure, on parlait des trois piliers, donc la famille, l'école, qui est très importante, et l'environnement du temps libre du jeune. Donc, Escale et l'éducation nationale a toujours eu une relation très étroite et collaboratrice. Ok, on reste dans la même dynamique. On vient de parler de certains sites, mais on n'a pas parlé des sites sur lesquels on peut vous retrouver concernant les différentes interventions au niveau sportif. Voilà, donc le football par exemple, où se passent les entraînements Alors nous, au niveau du foot, c'est un petit peu, alors on essaye un petit peu avec la nouvelle mairie, et notamment le nouveau élu chargé des sports, Thomas Renaud, de nous identifier un petit peu, en fait, d'avoir un site qui nous soit propre. Parce que le problème d'aujourd'hui d'Escale, c'est qu'on nous appelle un petit peu les nomades. On intervient sur le stade André Jancourt, anciennement stade de Concire. On intervient sur le stade
Omnisport de la Source, là où joue l'équipe pro l'USO. Et on intervient aussi sur le stade des Montées. Donc on a trois sites où on intervient, mais on n'est pas identifié en fait. Et quand les clubs adverses viennent, où on joue, on ne sait pas, donc on n'est pas identifié. Il y a toujours une programmation. Et dans tous les clubs connus, l'identité du club, elle est associée à un stade. Aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous manque au niveau du foot. Est-ce qu'il y a eu une demande qui a été faite dans Il y a une demande, il y a une étude qui va être faite, qui a été déjà entamée avec la mairie d'Orléans sur des travaux de mise aux normes du stade de Concierre pour qu'on puisse vraiment avoir notre siège au sein du stade. Okay. Et au niveau du handball? Alors le handball, on a la chance d'avoir le complexe sportif comme un petit peu lieu de résidence. Oui. Donc ça, on a moins ce côté-là. Par contre, le complexe, comme c'est le deuxième équipement fort de la ville d'Orléans, en attendant que la comète se voit le jour. Mais ce qui fait qu'il y a souvent des grands événements qui se passent sur le complexe et souvent on est obligé de vous délocaliser pour pouvoir accueillir ces grands événements. Alors c'est un bien pour un mal parce que ça permet aussi d'avoir une certaine animation au niveau du quartier, par contre au détriment de nos compétitions. Alors en sachant qu'on a quand même une équipe féminine qui joue au niveau national et une équipe masculine qui est en prénat aux portes du National 3. Ok, on arrive à la boxe. La boxe, où est-ce qu'on la pratique? Alors nous, la boxe thaïlandaise, c'est un petit peu on arrive à toucher toute la métropole d'Orléans. Donc c'est la seule discipline où on n'est pas uniquement implanté sur la source. On est implanté à la source, à la salle Marcel Cerdan. On est implanté au centre-ville, au Palais des Sports, sur la salle de boxe. Et on est également implanté sur l'Argonne, sur le nouveau complexe l'Argonaute, oui. Sur la salle de boxe également. En fait, c'est peut-être parce que aussi c'est le seul club boxe thaï, on va dire dans le Loiret ou je sais pas, aussi dans l'agglo. Sur Orléans, on est le seul existant. Sur l'agglo, il y a aussi le club de Saint-Privé qui existe. Et je crois qu'il y a un autre club sur Saint-Jean-de-Brec qui est en train de voir le jour. Mais oui, effectivement, on a aussi une histoire derrière. Hein. La boxe thaïlandaise, elle a vu le jour en 93 ou 94, je n'ai plus la date. On faisait partie du premier club boxe thaïlandaise sur la métropole. Okay. Quel est l'impact, comment vous sentez le fait que les jeunes font de moins en moins de sport actuellement en fait? Vous le sentez, vous, au quotidien dans vos activités ou voyant vous qui êtes au contact des jeunes au quotidien? Alors, depuis la crise ou même déjà avant la crise? Bon, on va partir depuis avant et maintenant, quelle est vraiment, il y a vraiment une grosse différence ou... Il y a une grosse différence dans le sens où aujourd'hui, le jeune a beaucoup plus d'activités qu'il ne l'avait par le passé. Avant, à notre époque, c'était soit le foot, soit on glandait. Aujourd'hui, le jeune qui ne veut pas faire de foot, il a toute une panoplie d'activités qui sont à son service. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne. Donc il y a énormément de possibilités d'occupation pour le jeune que nous on avait par le passé. Donc ça veut pas dire qu'on perd des jeunes en termes de... Mais il y a ce qu'on appelle beaucoup les invisibles. Les invisibles, c'est tous ces jeunes-là qui ne sont répertoriés nulle part et qui sont chez eux enfermés et un petit peu coupés du monde. Et quand on regarde le phénomène de groupes, de bandes, on entend un peu par-ci par-là des rixes entre les différentes bandes, est-ce que vous le sentez ça sur votre territoire? Alors, je pense que les phénomènes de groupes de bandes ont toujours existé. Je sais que nous, à une époque, il y avait souvent des problèmes entre les quartiers de la Source, quartier de l'Argonne, ou quartier de la Source avec les autres quartiers d'Orléans. Donc ça a toujours existé. Aujourd'hui, je pense que le phénomène s'accentue avec la crise sanitaire. Donc le confinement, les couvre-feux successifs, où le jeune se sent un petit peu oppressé et complètement fermé sur lui-même, je pense que ça ne fait que décupler cette agressivité qu'on peut ressentir
sur certains jeunes déjà en grande difficulté et fragilisés notamment. Et qu'est-ce que, malheureusement, cette situation risque de perdurer. Qu'est-ce que vous, association, vous pouvez mettre en place pour essayer, ne serait-ce que, remédier un petit peu à ces phénomènes? Nous, on essaye de toujours garder du lien avec nos jeunes. Donc, moi, ce que je demande surtout à nos équipes, c'est de, malgré la situation, de garder toujours un lien avec eux, ne serait-ce que par téléphone, par des textos, par les réseaux sociaux, par des activités qu'ils mettent en place au niveau du Facebook. On essaie toujours de garder un lien et surtout toujours rester en contact avec eux. Alors il y a des jeunes qui sont très bien entourés familial, au niveau côté familial, du côté familial, pardon. D'autres qui le sont moins. Donc c'est surtout ces jeunes-là qu'on essaie de ne pas de cibler et surtout de garder contact avec eux. Mais aujourd'hui, c'est la seule possibilité que l'on a pour pouvoir essayer de faire en sorte que ces jeunes-là ne soient pas qui ne décrochent pas. Qui ne décrochent pas. Voilà. Donc, au niveau des financements, comment Escale vit en fait? Alors, ça c'est un petit peu la faiblesse de l'asso. Escale vit essentiellement de fonds publics. C'est une convention d'objectifs qui est signée avec la ville d'Orléans, qui est notre premier financeur. Oui. Ensuite, on vit beaucoup d'aide à l'emploi. Donc, on est un grand pourvoyeur de tout ce qui est contrat aidé. Donc les PEC maintenant, c'est les parcours emploi compétences. Après la difficulté que l'on a, c'est que derrière, c'est qu'on a une équipe qui est très changeante. Donc on n'arrive pas à avoir une équipe qui soit pérenne dans la durée. Dans la durée parce qu'on reçoit souvent des jeunes qui sont en difficulté, donc on les forme. Donc on dépense énormément d'énergie à former ces jeunes-là qui, derrière formés, vont sur d'autres structures. Donc c'est une grande frustration pour nous, mais quelque part c'est aussi une satisfaction de pouvoir avoir des jeunes qui arrivent avec rien et qui repartent avec un bagage. Nous aujourd'hui, on a une équipe, un noyau salarié sur lesquels nous on peut compter et qui font tout ce travail de formation derrière. Et la difficulté, c'est de pouvoir financer ce noyau-là. Donc aujourd'hui, on a parlé de la ville d'Orléans qui a heureusement augmenté la participation financière au niveau de la structure. On a la CAF, bien entendu, avec les prestations de services qui sont liées au nombre d'enfants que l'on accueille quotidiennement. On a après toutes les autres collectivités territoriales, ça peut être le conseil régional, toujours dans le cadre de l'aide à l'emploi, notamment les CAPASO. On a l'État, dans le cadre de financement d'actions ponctuelles, également sur des financements d'emploi, donc du type ANS Emploi. Et après, on a, je pense qu'on a fait le tour. Ok, mais selon vous, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus pour essayer d'équilibrer un budget, sachant que la source, le quartier de la source regroupe pas mal de sociétés privées? Alors nous, on est très mauvais en termes de captation de capitaux privés. Aujourd'hui, soit peut-être parce que ces sociétés-là n'ont pas un intérêt à aller dans les quartiers, ou soit c'est parce que ça peut être ça une des raisons, mais ça peut être aussi le fait que nous on ne sait pas se vendre, on communique très mal, et ça nous on est justement en train de travailler tout cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui on voit bien que la communication est une composante. Voilà pourquoi on vous donne l'opportunité de vous exprimer sur UGF-TV et sur ce plateau qui est dédié aux associations. Donc faites-le, regardez droit à la caméra et dites à qui veut l'entendre ce que vous pensez, vos souhaits. Alors bien entendu, nos souhaits sont surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays et qu'il est important de donner les moyens aux structures qui œuvrent pour la jeunesse, de leur donner vraiment les moyens de pouvoir proposer à notre jeunesse la possibilité de pouvoir réussir dans leur projet à venir. Monsieur José Suarez, directeur de l'association Escale, nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Est-ce que comment vous voyez l'initiative du GFTV
de donner l'opportunité aux associations de s'exprimer, de se vendre, de se faire connaître, ou soit de faire connaître leurs activités au quotidien. Je pense que c'est une belle initiative. Donc ça permet de mettre en lumière certaines associations qui justement œuvrent et font un travail assez exceptionnel sur les territoires. Et le fait d'avoir un canal supplémentaire qui leur permette de se faire connaître, d'informer la population, d'informer aussi les partenaires financiers, parce qu'on est là aussi pour ça. Je pense que c'est une bonne opportunité. Et, en tout cas, je vous remercie de l'avoir fait. Et avec plaisir, on pourra revenir ici pour parler d'autres thématiques autres que celles d'Escale. Ok, bon, nous arrivons vraiment au thème de l'émission. Est-ce que vous avez en 30 secondes d'autres mots à rajouter sur ce dont on vient de parler au cours de cet entretien? Je pense qu'on a fait le tour. Hein, dans tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et surtout, si on a un mot à dire, c'est voilà, pensons à la jeunesse de notre pays et donnons-leur les moyens de pouvoir réussir. Monsieur José Suarez, merci d'être venu sur le plateau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que ce n'est pas évident. Vous avez un calendrier assez chargé. On a eu déjà du mal à vous avoir puisqu'il y a eu 2 ou 3 rendez-vous qui ont été rejetés. Hein. En tout cas, merci infiniment d'être venu. Et puis, quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve sur d'autres plateaux avec d'autres invités. À très bientôt sur UJF TV, la chaîne des meilleurs événements.